Bonsoir. Ah, bonsoir Yacouba Ouattara et bonsoir à tous. Il est l'heure comme chaque dimanche de votre best-of de la semaine. Vous avez l'habitude, plusieurs invités, plusieurs thèmes. Il va être question notamment de sécurité dans le cadre de cette crise sanitaire, de fréquentation hôtelière, de télétravail et de numérique, mais aussi de la protection des réfugiés. Le sport a bien sûr aussi sa place sur Monaco Info. Le propre de la police, de la sûreté publique est de s'adapter à tout type de situation. Donc nous devons nous adapter aux situations les plus simples, les plus faciles et les plus exceptionnelles. Nous sommes une police de proximité, c'est-à-dire que nous sommes une police proche traditionnellement de la population. Et dans ce cadre-là, nous pratiquons beaucoup la prévention. La prévention, qu'est-ce que c'est? C'est l'écoute, c'est la pédagogie, c'est le dialogue, c'est la communication. Et bien sûr, si cela ne suffit pas, ensuite nous passons à une phase répressive. C'est un peu plus compliqué que cet hiver parce qu'il y a une population touristique qui est plus importante et qui, elle, n'était pas forcément avisée des nouvelles mesures applicables en principauté. Autant la population résidente est beaucoup plus réactive, et à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de souci. Autant pour les touristes, là, effectivement, notre mission, mais c'est une mission, je dirais, plus générale, gouvernementale de communication, doit être importante, car pour l'heure, c'est vrai que lorsque nous les contrôlons, ils sont assez surpris, parce qu'en amont, ils n'avaient pas eu l'information. Par rapport aux années hors Covid, bien sûr, on est quand même loin des chiffres que nous réalisions, surtout l'année 19-20 qui a été record par rapport au Monte-Carlo Bay, je crois, au niveau du groupe. Nous avons quand même pas loin de 30 points d'écart de taux d'occupation sur l'hôtel. Mais par rapport à N-1, nous sommes largement au-dessus de N-1 et nous sommes aussi au-dessus de nos prévisions budgétaires, malgré le Covid et malgré toutes les restrictions sanitaires dont nous avons besoin pour essayer de juguler cette pandémie. Ce qui nous manque, c'est la clientèle internationale, la clientèle américaine, la clientèle des pays du Moyen-Orient. Ce sont des clients aujourd'hui qui ne sont pas présents sur les lieux. On a un peu de clientèle russe avec la réouverture des vols depuis le 24 juillet entre la Russie et la France et avec l'aéroport Nice-Côte d'Azur, mais ce ne sont pas les volumes que nous avons connus par rapport aux années précédentes. On a gardé de travail à distance jusqu'à fin juin, où nous avions 65% de la population à la maison et 35% sur site. Et on a pris la décision en fait, de mettre en place le dispositif de télétravail tel que le prévoit la loi monégasque. Nous avons mis en place un test en juillet et en août pour pouvoir vraiment faire le test du télétravail où chacun de nos employés a le choix de rester entre 1 jour et 2 jours en travail permanent à la maison. Alors principalement, puisque c'est un sujet qui est stratégique, aujourd'hui en Principauté de Monaco, le numérique est au cœur de toutes les actualités et aussi au cœur de l'évolution de la Principauté au niveau local bien sûr, mais également au niveau mondial. Donc la Jeune Chambre économique a choisi de donner une place d'honneur, comme nous l'avions fait lors du premier petit déjeuner conférence en ligne sur le thème du Fonds bleu. Et pour ce deuxième petit déjeuner, nous avons décidé à nouveau de parler de numérique avec l'identité bien sûr. Pour nous, c'est crucial parce que ça permet à la fois d'avoir un réel soutien et un accompagnement de la part de la Principauté, mais également dans nos démarches au quotidien et dans nos relations que nous pouvons avoir avec nos clients, qu'ils soient locaux ou internationaux, de faciliter grandement les démarches. La clôture du dossier est prévue pour le 31 août, donc j'invite à tous ceux qui souhaitent s'inscrire de le faire d'ici le 31 août, dernier délai. Et ensuite, nous aurons les délibérations et l'étude des dossiers par les jurés qui auront lieu en octobre pour une remise lors des trophées de l'entrepreneuriat le 3 décembre 2021. En fait, le principe de l'embouteillage, comment on est un embouteillage, c'est que vous avez à un moment donné un nombre de véhicules tel que c'est un peu comme un fluide dans un tuyau. À un moment donné, ça sature et il y a une pression forte. Mais là, on ne peut pas accélérer le débit pour essayer d'évacuer tout ça. Donc, ça se condense et puis ça s'arrête. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un bouchon. Là, on va assister à la fois dans les entrées d'axes d'autoroute, sur les voies secondaires, à un afflux beaucoup plus important. Et donc, tout ça va constituer la base pour faire des embouteillages avec des phénomènes d'accordéon, c'est-à-dire que ça va ralentir fortement, s'arrêter, puis repartir, puis s'arrêter, puis repartir. Idéalement, pour éviter ça, il faudrait que demain, tout le monde roule à 30-40 à l'heure, partout. Et là, on assisterait à quelque chose de plus fluide.
L'Australie s'est battue pour avoir encore un sursis, comme ils avaient eu il y a quelques années, parce que la Grande Barrière, ça rapporte énormément, et une Grande Barrière inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, ça rapporte encore plus. Globalement, la Grande Barrière rapporte à peu près 5 milliards de dollars par an. C'est énorme. 64 000 emplois directs et indirects, rien que pour la Grande Barrière. La totalité des récifs coralliens au monde rapporte à l'économie mondiale près de 400 milliards de dollars. C'est énorme. La particularité de ces animaux, c'est de vivre en symbiose avec des algues. C'est ce qui fait que cette symbiose entre le corail et les algues qui vivent à l'intérieur des tissus du corail permettent de vivre dans des milieux où normalement il n'y a pas de vie. Ce qui rend ces mers tropicales si transparentes, si belles, enfin, on se dit c'est magnifique par rapport à la Méditerranée qui est souvent toujours un peu trouble, mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de vie à l'intérieur, il n'y a pas de nourriture. Et ce qui permet la vie, ce qui a permis de construire cette grande barrière, c'est tout simplement cette symbiose entre le corail et ces algues. Or, actuellement, le réchauffement climatique, il suffit d'un demi-degré au-dessus d'un certain seuil pour rompre cette symbiose, pour provoquer le divorce entre le corail et ses algues. La première solution, bien entendu, c'est de suivre l'accord de Paris et de limiter sa production de carbone. Après, il y a des solutions locales de gestion. Les aires marines protégées, c'est quelque chose qui va limiter les agressions. Le problème de la Grande Barrière, c'est aussi les mines qui font de drainage sur la Grande Barrière, qui remettent en suspension et donc qui entraînent une turbidité importante. C'est les pesticides qui proviennent de l'agriculture. Donc tout ça, ça peut être limité par les aires marines protégées. C'est un texte fondamental qui reste crucial aujourd'hui pour permettre la protection des personnes qui fuient la persécution, qui fuient la violence, qui fuient les conflits. 70 ans après, ce texte reste d'actualité, reste extrêmement important dans un contexte mondial où plus de 82 millions de personnes sont déracinées à cause de la guerre, à cause des persécutions. Ce texte, tout d'abord, donne la définition du réfugié, qui est une personne qui fuit une crainte de persécution liée à différentes raisons, qui peuvent être sa race, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social, aussi ses opinions politiques. Mais la Convention aussi définit quels sont les droits des réfugiés, des droits qui sont des droits élémentaires, des droits sociaux aussi, le droit à l'éducation, le droit d'avoir accès à un logement. Donc c'est extrêmement important pour ça. Et aussi, la Convention fixe en fait un principe clé qui est celui du non-refoulement. Ne pas renvoyer un réfugié vers un pays dans lequel il serait en danger. Et c'est vraiment un des principes clés de cette Convention de 1951. Le peuple libanais il vit en dessous de la seuil de la pauvreté. Moi, je vous dis, il y a des gens, ils donnent à manger du pain et de l'eau à leurs enfants. Le lait, il n'y a pas. Je suis arrivée derrière moi, je suis arrivée il y a 2 jours, même pas. Je suis arrivée lundi soir à minuit à Beyrouth avec des valises, des médicaments et du lait donnés par des amis de mon conseil d'administration, des amis de Monaco, de Monégasque, d'autres amis de Monaco. Ils ont fait tous des donations. Je suis arrivée avec 3 valises, des médicaments, du lait bébé, parce qu'il n'y avait plus rien et il y avait une demande urgence. Donc, j'ai dû acheter dernière minute mon billet d'avion et je suis arrivée au Liban parce que les médicaments, il manque, ça manque. Franchement, je ne sais pas comment les gens, le frigo, je ne sais pas comment vous voulez manger, que vous n'avez pas l'électricité pour remplir vos frigos. L'eau, le Liban, c'est le pays de l'eau, il n'y a plus l'eau. Les gens, ils doivent acheter l'eau pour boire. Et c'est comme vous n'avez pas l'eau pour boire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je marque la pauvreté, je vais dire un grand mot, je n'ai pas envie de le dire, mais il n'y a plus rien. Très heureux de rejoindre Monaco et la Roca Team. C'est une équipe que je ne suis pas depuis pas mal de temps et qui ont vraiment fait une très belle saison l'année dernière. Donc, heureux de rejoindre un groupe qui gagne et qui va évoluer dans la plus belle des compétitions européennes. Ça va être très serré. Là, je suis encore chez moi en Alsace à mon camp de basket qui finit aujourd'hui. Et derrière, il faudra que j'organise mon déménagement avec ma famille et mes enfants, enfin ma femme et mes enfants. On va retourner à Barcelone pour organiser tout ça et essayer d'être le plus tôt possible à Monaco, même si c'est vrai que c'est compliqué en si peu de temps, en août, de faire un déménagement et de s'installer, de trouver les écoles. Mais bon, on commence à avoir l'habitude, on va dire.
forcément, pour moi, Monaco, ça occupe vraiment une place spéciale dans mon cœur. Et venir ici pour pouvoir jouer l'Euroleague en plus, c'est tout simplement exceptionnel, quoi. Si on y va, c'est pas pour faire figuration, et voilà, c'est faire le maximum. Ça sera forcément une année de découverte, mais on sera pas là pour faire joli, entre guillemets, je dirais. Ainsi va l'actualité en principauté. Place à présent au best-of des réseaux sociaux. Les animaux ont décidément pas mal de ressources. Une nouvelle semaine débutera lundi dès 19 h. Vous retrouverez Fabien Bonilla. Très bonne soirée. Quittons-nous en photo, c'est une habitude. Elles sont signées Michael Alési et Stéphane Dana.